Les COP, dans l'état actuel, à mon avis, sont des machines à décevoir, sont des machines à produire de la déception. Est-ce qu'il faut conserver des événements à cette taille-là ? Personnellement, je ne pense pas. Moi, ça m'est égal le nom du système que vous mettez en place. Ce qui compte, c'est que tout le monde puisse continuer à habiter sur une terre habitable. Ça commence, le problème. Et je crois que ça a fait changer aussi l'attitude de la politique. Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode de Bruxelles plus 4 degrés, votre podcast consacré aux effets du réchauffement climatique sur la région bruxelloise. Dans ce numéro, nous allons parler de gouvernance climatique, le GIEC, les COP, l'interaction entre les experts qui conseillent et les gouvernants qui décident, les discours relativistes ou climato-sceptiques aussi, et l'attente de nouvelles technologies qui pourraient entretenir l'espoir pour le futur. Comment le monde politique s'empare-t-il de la question climatique ? Quelles sont les réponses qu'il y apporte, l'intérêt qu'il porte à la science ? Ce sera le thème de ce 5e rendez-vous. Bruxelles, plus 4 degrés. Premier interlocuteur que nous allons retrouver, Jean-Pascal Van Ypersele, climatologue à Lucé-Louvain, membre influent du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, mis en place par les Nations Unies. La fondation du GIEC remonte à 1988. Son premier rapport a été publié 2 ans plus tard, en 1990. Et en 1995, Jean-Pascal Van Ypersele intégrait l'équipe du GIEC. Il en sera même le vice-président de 2008 à 2015. Il échouera par la suite à prendre sa présidence. Aujourd'hui, nous en sommes déjà au 6e rapport d'évaluation du GIEC. 195 pays sont membres de ce groupe d'experts qui a aussi reçu le prix Nobel de la paix en 2007. Et pourtant, Jean-Pascal Van Ypersele ne bondit pas de joie. Bruxelles, plus 4 degrés. Un podcast de Fabrice Grosfilet. On est entendu, oui, de plus en plus. Le GIEC est entendu, mais est-ce qu'il est écouté ? Est-ce que on prend des mesures à l'échelle nationale, aux échelles nationales, puisque finalement c'est dans tous les pays que des mesures doivent être prises, qui sont réellement à la hauteur de ce que le GIEC dit dans ses rapports en ce qui concerne l'analyse de la situation et de ce qu'il faudrait faire pour éviter qu'elle se dégrade davantage. Je crois que non, on ne fait pas assez et on n'est pas assez écouté. Le GIEC a le mérite de faire des rapports très, très précis depuis plus de 30 ans maintenant, mais l'action politique concrète n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et là, je pense que les politiques ont une responsabilité très importante, mais les citoyens aussi, parce qu'en tout cas, dans les démocraties, ce sont les citoyens qui élisent les politiques. Le GIEC publie donc des rapports qui sont la somme de tous les travaux scientifiques réalisés autour du changement climatique, une synthèse mondiale de la connaissance. Lorsqu'on parle climat, l'autre acronyme qui revient souvent dans vos journaux, c'est celui de la COP, la conférence des parties. Elle aussi est une émanation des Nations Unies. 2 ans après le premier rapport du GIEC, en 1992, le principe de ces conférences en théorie annuelles a été arrêté lors du sommet de la Terre qui se tenait à Rio, au Brésil. 178 pays signataires au départ, ils sont 198 aujourd'hui. Le protocole de Kyoto, les accords de Paris font partie des grands accords négociés lors de ces conférences des parties. L'exercice relève de la haute diplomatie. La 28e COP, par exemple, celle de Dubaï, a ainsi appelé les États membres à engager leur transition en dehors des énergies fossiles, afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Engager la transition et pas sortir des énergies fossiles, comme le réclamaient certains États. La nuance est subtile, mais elle n'est pas sans conséquence, ce qui a pu faire dire que confier la conférence des parties à des États producteurs de pétrole, comme Dubaï, était peut-être problématique. Écoutez ce qu'en pense François Massonnet. Il est chercheur qualifié au FNRS, Fonds national de la recherche scientifique, et professeur en sciences du climat à Lucé-Louvain.
Alors la COP, c'est marrant parce qu'il y a toujours moyen de la voir de plusieurs façons différentes et il n'y a pas une seule manière de dire si ça a réussi, ça a échoué. Alors sur la forme, clairement, on a eu l'impression, en fait, comme à chaque COP, de cette grande mascarade ou pièce de théâtre durant laquelle il se passe rien pendant 10 jours et puis tout se dénoue en 2 heures, avec aussi, je pense, une certaine fatigue du côté du public qui se dit est-ce que c'est vraiment ce type de gouvernance dont on a envie pour débloquer des situations aussi importantes que ça? Est-ce qu'il faut que tout se négocie au dernier moment, etc. Le fait que Dubaï a été choisi comme lieu, ça pose aussi question, parce qu'on sait que c'est une capitale du luxe, de la pétrochimie aussi. Bon. Donc il y avait plein de raisons, a priori, de croire que ce choix était bizarrement posé. Maintenant, sur le fond, ce mot combustible fossile est enfin apparu dans un texte pour la première fois. Alors on peut évidemment se dire que c'est très tard, beaucoup trop tard, par rapport à 1992, qui était la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Maintenant, je crois que l'avantage la grande victoire de cette COP, c'est d'avoir mis un mot sur nos mots quelque part. Et quiconque aujourd'hui brûle une unité de combustible fossile pour produire 1 kWh d'énergie sait que le monde entier sait qu'il sait. Alors on est à plusieurs niveaux de responsabilité, mais on n'a plus aujourd'hui l'impunité sur le fait qu'on peut produire comme ça, en ignorant que derrière il y a un problème climatique. Bouteille à moitié vide ou bouteille à moitié pleine, le scénario, la question se répète COP après COP, avec à l'extérieur les militants climat qui manifestent, à l'intérieur les États qui prennent les décisions, sans oublier les scientifiques qui les conseillent ou les lobbyistes des différentes industries qui tentent de faire valoir leur point de vue. Cette gouvernance mondiale de la question climatique est-elle efficace ? Fonctionne-t-elle encore ? François Gemène pense que non. Il est professeur de géopolitique, il a aussi travaillé pour le GIEC et il enseigne aujourd'hui à HEC Paris, une grande école de commerce, où il dirige le master en développement durable. Les COP, dans l'état actuel, à mon avis, sont des machines à décevoir, sont des machines à produire de la déception. À mon avis, pour 3 raisons. Parce que les seules entités à négocier lors des COP sont les gouvernements. Or, aujourd'hui, les gouvernements n'ont plus tous les leviers d'action. Il y a aussi les entreprises, il y a les municipalités, il y a les organisations de la société civile. Et moi, je plaide pour qu'on fasse voler en éclats le modèle des COP et qu'on intègre ces autres acteurs et qu'on permette toute une série de coalitions, par exemple entre municipalités et entreprises, pour aller plus loin et pour avancer. Ça me paraît important. Le deuxième point qui me semble fondamental aujourd'hui, c'est la question de la règle du consensus. Toutes les décisions lors des COP sont prises sans vote et au consensus des différents gouvernements représentés. L'idée, c'était qu'aucune décision ne soit imposée aux plus petits pays par les mastodontes chinois ou américains. C'est une belle idée. Le problème, c'est que de facto, on a donné un droit de veto aux pays les moins disants sur le sujet. C'est un droit de veto à l'Arabie Saoudite, systématiquement. Et donc, ça ne peut pas marcher. À mon avis, il faut pouvoir s'affranchir de ce droit de veto, s'affranchir de cette règle du consensus pour permettre à des coalitions d'aller beaucoup plus loin. Si on avait attendu que tous les pays européens soient d'accord pour faire l'euro, on n'aurait jamais eu de monnaie unique. Dernier point, les COP ont lieu sur une quinzaine à la fin de chaque année. Peut-on espérer sincèrement résoudre des problèmes qui touchent à des questions aussi fondamentales que l'énergie, le développement, la justice, sur une négociation de 15 jours? Et donc je pense qu'il faut passer une sorte de négociation permanente qui permettrait aussi de normaliser les COP. Le problème, c'est qu'on attend de chaque COP un accord majeur et décisif, alors que les COP sont en réalité l'équivalent du Conseil des ministres. On enregistre ce podcast à quelques mètres du 16 rue de la Loi. Imaginez qu'à chaque Conseil des ministres, les journalistes soient massés devant la porte du 16 rue de la Loi en demandant au ministre « Alors, est-ce que ça y est, est-ce que vous avez résolu tous les problèmes du pays et est-ce qu'on peut se passer de gouvernement ?» Ça n'arrivera jamais. En termes de taille, une COP avec cette année, je pense que c'était 80 000 personnes qu'on a déplacées à Dubaï, par avion pour la plupart, pour parler de ces sujets. François Massonnet, chercheur FNRS à l'UC Louvain. Sur une si petite période de temps pour ne rien faire ou pas faire grand-chose pendant quelques jours et terminer, voilà. Donc là, je pense qu'il faut entendre cet argument de dire est-ce qu'il faut conserver des événements à cette taille-là
personnellement, je ne pense pas. Par contre, il faut garder la fréquence de ce genre d'événements. C'est-à-dire peut-être faire des COP un peu moins ambitieuses, un peu plus petites par la taille, mais qui ont quand même lieu tous les ans, de façon à continuer à mettre à l'agenda cette question climatique qui est quand même une des plus importantes de nos sociétés. Vu depuis l'un des États de l'Union européenne, les décisions prises lors de ces conférences des partis seraient donc souvent jugées décevantes. Les choses n'iraient pas assez vite, pas assez loin, mais c'est peut-être oublier un peu vite que nous n'avons pas tous, sur la question climatique, la même expérience et le même regard. François Massonnet. On a une façon de raconter la réalité du monde dans les médias qui est européano-centrée. On ne se rend peut-être pas compte du fait qu'il y a des pays entiers dont l'économie dépend directement de l'extraction de ressources fossiles. Et ça a été comme ça pendant des années. Si maintenant une étude venait montrer que, je ne sais pas moi, la bière trappiste était extrêmement dangereux pour la santé et qu'on imposait à la Belgique d'arrêter de produire de la bière, vous imaginez que ça ferait quand même un tollé au niveau de la Belgique et qu'on aurait beaucoup de mal à s'en sortir. Donc c'est un peu ça que parfois je me dis, on a du mal à comprendre, c'est que ce problème des combustibles fossiles, c'est pas simplement un petit problème à la marge, c'est un problème qui a pénétré l'ensemble de nos vies. On repose autour de nous, on n'a que des objets construits à partir d'énergie fossile. Notre économie, elle repose là-dessus. Et donc, il y a cette première prise de conscience à avoir du fait qu'on est très centré sur nos idées et sur notre manière de voir le monde et que c'est pas le cas c'est pas la même façon que d'autres pays le voient. Dépasser le point de vue européen, comprendre la multilatéralité de la problématique climatique, c'est l'une des difficultés quand on essaye de décrypter ce qui se passe à la COP derrière les grandes négociations internationales. Mais imaginez que nous serions systématiquement du côté des bons élèves et que d'autres ne feraient rien. C'est une lecture simpliste, explique François Gemène. Notre futur climatique à Bruxelles est déterminé par ce qui se décide aujourd'hui au Caire, à New Delhi, à Shanghai, à Mexico, à Jakarta ou à Lagos, c'est-à-dire dans des pays, d'abord auxquels nous nous intéressons assez peu et sur lesquels nous n'avons quasiment pas d'influence. De la même manière que ce qui est décidé à Bruxelles aujourd'hui détermine le futur climatique des Pakistanais, des Afghans ou des Bangladais. Cette préoccupation que nous avons en Europe, où de plus en plus de gens se disent concernés, tracassés, inquiets du changement climatique, est assez universellement partagée. Quand on regarde les sondages d'opinion, il est frappant de voir que les Chinois, les Indiens, les Mexicains, les Nigérians, les Péruviens sont également concernés par cette question. Bien entendu, ils ont d'autres contraintes, d'autres enjeux. Tout le monde ne part pas de la même ligne de départ. Mais pour la première fois, je crois, sur le changement climatique, il y a la naissance d'une forme d'opinion publique mondiale, où chacun commence à ressentir les effets du changement climatique et réalise que c'est un enjeu majeur, un défi majeur du XXIe siècle. Et donc il ne faudrait surtout pas croire que nous serions les seuls à être concernés ou les seuls à agir. Partout dans le monde, les gens sont concernés. Je dirais c'est la force de l'accord de Paris, c'est que la totalité des pays de la planète, c'est pas rien, un accord universellement ratifié, reconnaissent la réalité du problème et s'engagent à tout faire pour résoudre le problème. Et je suis très frappé de voir que souvent on s'imagine que la Chine ne fait rien ou que l'Inde ne fait rien. C'est pas vrai du tout. La Chine est aujourd'hui un investisseur massif dans les énergies renouvelables et certainement le numéro 1 sur l'énergie solaire. On va voir d'ici 2 ou 3 ans des véhicules électriques chinois qui vont débarquer dans nos rues sans crier gare. L'Inde vient de renoncer à construire de nouvelles centrales à charbon. C'est un changement de politique énergétique majeur en Inde. Et donc, il ne faut certainement pas croire que nous sommes les seuls à agir. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important. La planète entière serait donc sensibilisée désormais à la question climatique, nous dit François Gemène, ce qui n'empêche pas les États à n'avoir pas tous le même rapport aux énergies fossiles. Et ce sont souvent pour les pays dont l'économie est la moins avancée que le renoncement risque d'être le plus douloureux. D'où l'idée d'un fonds vert pour le climat destiné à aider les pays en développement. François Massonnet. Il faut quand même prévoir des mécanismes de compensation pour ces pays, notamment pour les pays qui sont encore actuellement à des stades de développement beaucoup moins avancés que les nôtres et qui ont besoin pour construire une infrastructure, et on parle ici, on parle d'écoles, on parle d'hôpitaux, on parle de besoins de base, qui ont besoin d'énormément d'énergie. Dans le gâteau des énergies, des émissions globales sur une année, il y a quand même 3/4 qui proviennent de l'extraction d'énergie, dont l'énergie qui sert à produire des bâtiments. Donc c'est légitime de leur donner en tout cas les moyens de pouvoir aspirer à nous rejoindre en termes de développement économique. Et pour ça, il faut que nous,
qui avons déjà passé ce cap de développement puissions leur accorder d'une façon ou d'une autre une aide ou une compensation financière. Et malheureusement, ce point-là n'a pas du tout été mis sur la table, en tout cas dans les conclusions de la COP. Et c'est ça qui va faire l'objet de la COP suivante à Bakou. Pour votre bonne information, notez que les pays développés s'étaient engagés lors des accords de Paris à verser 100 milliards par an dans ce fonds mondial. L'engagement n'a jamais été tenu, on était à 89 milliards pour l'année 2021 par exemple, et pour certains experts des Nations Unies, ce sont désormais entre 300 et 400 milliards par an qui seraient aujourd'hui nécessaires. Bruxelles, plus 4 degrés. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est donc une question de relations internationales. Mais certains militants ou experts du climat doutent aujourd'hui de la pertinence de la gouvernance installée par le biais des COP ou des Nations Unies. D'autres vont plus loin. Ils estiment que ce n'est pas qu'une question de gouvernance, qu'il faudrait revoir notre système socio-économique dans son ensemble, critique de l'économie de marché ou du capitalisme, soit d'une production et d'échanges mieux réglementés ou carrément dirigés, croissance zéro, voire décroissance pour d'autres. Le débat peut être très vaste. Et quand on en parle avec Jean-Pascal Van Ypersele de l'UCL, il se montre particulièrement prudent. Alors moi, je suis pas économiste et je suis en dehors des partis politiques, donc je suis très prudent quand je m'exprime sur ce sujet-là. Mais ce qui est clair, c'est que si on a, et c'est N''A, si on a d'attention que pour le court terme et l'intérêt économique à court terme, on n'y arrivera pas. Il faut absolument trouver des manières de prendre le long terme en compte. Alors, est-ce qu'il n'y a qu'un seul système économique qui est capable de faire ça ? C'est pas mon domaine. Je préfère ne pas être trop précis sur ce point-là. Je préfère lancer ce défi-là à ceux qui sont vraiment dans le domaine économique, dans le domaine politique. Et si vous êtes vraiment soucieux de l'avenir de vos enfants, de nos enfants, des enfants de vos électeurs, des petits-enfants de vos électeurs, il faut absolument prendre le long terme en compte. Il faut absolument prendre la santé des écosystèmes, pas seulement du climat, parce que la biodiversité et le climat, ça va ensemble. Et si vous pensez qu'avec le système que vous promouvez, avec les méthodes que vous promouvez, vous pouvez prendre le long terme en question et assurer l'habitabilité de la Terre pour tout le monde, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de ne laisser personne derrière, comme on dit aux Nations Unies. Si vous pouvez le faire, moi ça m'est égal le nom du système que vous mettez en place. Ce qui compte, c'est que tout le monde puisse continuer à habiter sur une Terre habitable. Le changement climatique, c'est donc en partie un débat scientifique et en partie un débat politique. Le GIEC établit les bases de la connaissance, utile à la décision, et les États, au travers des COP, décident de la politique à suivre. Bien sûr, les États sont sensibles aux conséquences économiques et sociales de ce qu'ils auront décidé. C'est là que le monde économique, les entreprises par exemple, mais aussi l'opinion publique, intervient. Pendant des années, les conclusions du GIEC ont été la cible des climato-sceptiques, un mouvement qui a commencé par nier la réalité du réchauffement climatique, puis qui a glissé vers une contestation de son origine humaine, pour finalement aujourd'hui relativiser l'importance des changements et nier le sentiment d'urgence. Ces théories ont parfois pesé très lourd dans le débat public. François Gemène, HEC Paris. Le discours climato-sceptique qu'on a beaucoup entendu dans les années 90 et dans les années 2000, je pense qu'on a cru à tort que ce discours visait à convaincre les gens que le changement climatique n'existait pas. Et c'est pour ça que les chercheurs dont j'ai fait partie, et c'est une erreur que je regretterai sans doute jusqu'à la fin de ma vie, ont essayé de répondre aux climato-sceptiques, ont essayé de leur prouver qu'ils avaient tort par des faits, par des chiffres, par des graphiques, etc. Mais en leur répondant, nous ne faisions qu'alimenter leur moulin. Parce que le but des climato-sceptiques, c'était pas de convaincre les gens que le changement climatique n'existait pas. Leur but, c'était de convaincre qu'il subsistait un doute dans la communauté scientifique. Et donc, en participant à ces débats, et les médias en organisant ces débats,
eh bien, semait dans l'opinion l'idée qu'il subsistait un doute, qu'il subsistait une incertitude dans la communauté scientifique. Et le résultat, aujourd'hui, c'est que le consensus scientifique sur le changement climatique, à savoir, je le rappelle, que le changement climatique que nous vivons aujourd'hui est intégralement dû aux activités humaines, eh bien, ce consensus n'est accepté selon les pays que par 60 à 65% de la population. Ça veut dire qu'il reste 35 à 40% de la population qui n'est pas climato-sceptique au sens de dire que le changement climatique n'existe pas ou que nous n'y avons aucune responsabilité, mais qui pense que c'est un mélange de variations naturelles et d'activités humaines, qu'il ne faut pas tout imputer aux activités humaines, etc. Et c'est quelque chose qui, effectivement, je pense, empêche une action politique plus radicale et plus marquée, parce que si effectivement 40% des gens pensent que nous ne sommes pas intégralement responsables, ces 40% des gens pensent aussi sans doute que nous ne devrions pas être les seuls à agir. Le climato-scepticisme a donc délibérément entretenu une forme de défiance vis-à-vis des recommandations du GIEC et des décisions prises par les COP, avec des actions de communication, des recherches financées par les lobbies du pétrole et du charbon. Des controverses en partie factices qui avaient pour but d'empêcher le consensus et donc de légitimer une forme de droit au déni climatique. Si les scientifiques ne semblaient pas tous alignés, c'est qu'il était permis de douter. Et tant que le doute est permis, le passage à l'action peut aisément être remis en question. La question de la communication autour du changement climatique reste donc une question politique cruciale. Et les climatologues, comme François Massonnet, en sont désormais bien conscients. C'est difficile aujourd'hui de faire accepter, de faire entendre des arguments scientifiques et de les faire directement se convertir en décision politique. Je ne pense pas que les hommes politiques et les femmes politiques soient des idiots, loin de là. C'est simplement qu'ils sont enchaînés dans un système, aussi un système électoral, où on sait que prendre une décision à intérêt climatique est une décision qui nécessairement ne sera pas bénéfique pour leur propre image ou réélection dans les années à venir. Et donc c'est vrai que depuis quelques années, moi je réalise que accumuler une série de chiffres et amener ces chiffres sur une table en disant voilà où on en est, voilà le danger, ça ne parle pas vraiment aux gens. Et c'est vrai pour les politiques, mais c'est vrai aussi pour les gens en général, quand je vais dans des écoles, quand je vais dans des entreprises. Et de plus en plus, et j'essaye comme le font d'ailleurs d'autres collègues, de parler des changements climatiques en permettant aux gens de s'identifier à des situations. Typiquement, je raconte une histoire d'une personne qui se lève une journée, qui va travailler, qui est fatigué parce qu'il a fait la nuit extrêmement chaud, et ça fait plusieurs nuits qu'il fait extrêmement chaud, et puis voilà, je termine l'histoire comme ça, et puis je dis maintenant on va imaginer ce qui se passe dans un monde où il fait 1 degré de plus. Oui, mais on sait qu'un monde avec 1 degré de plus, sur les continents, souvent, c'est 1,5 voire 2 degrés en plus. Mais 2 degrés en plus sur une moyenne annuelle, ça ne veut pas dire 2 degrés en plus tous les jours de l'année. On a des jours de l'année où il fait beaucoup plus chaud durant des vagues de chaleur, et donc on peut facilement monter à 7-8 degrés en plus. Et donc, je leur dis, imaginons maintenant la même histoire avec une nuit qui a déjà été compliquée, mais où vous ajoutez 6 ou 7 ou 8 degrés en plus. Et c'est comme ça que les gens commencent à prendre la mesure de ce que représente un changement climatique et du fait qu'on doit absolument prendre le problème à la base et en anticipation. S'appuyer sur des exemples concrets pour expliciter les enjeux. François Massonnet pratique régulièrement l'exercice pour convaincre son auditoire, quitte à ce que la démonstration prenne parfois un air de scénario catastrophe. Par exemple, quand il nous parle de la région bruxelloise, qu'il décrit comme une ville plus fragile qu'on ne pourrait le penser. C'est-à-dire qu'on a plein de postes haute tension, d'endroits dans la ville qui sont directement affectés par la température, qui peuvent lâcher à un moment. On parle ici de réseaux de trains, par exemple, de réseaux de tram éventuellement. Et donc on peut vite mettre une ville à l'arrêt, simplement parce qu'on a dépassé des seuils au-delà desquels certaines infrastructures ne sont plus capables de résister. Maintenant, on revient toujours au problème, c'est de se dire c'est quelque chose d'assez distant qui se passera dans 20 ans, on va voir ce qu'on va faire. Ou bien, l'autre réponse, c'est prendre le problème climatique comme une donnée
et plus comme quelque chose sur lequel on peut agir, et de se dire on va s'adapter, on va mettre en place des solutions d'adaptation, on va végétaliser la ville, on va investir dans des pompes à chaleur qu'on va transformer pour faire de l'air conditionné, on va mettre des points d'eau partout, alors qu'ils sont en effet des solutions d'adaptation, qui sont quelque part plutôt des sparadracs que des remèdes, hein, et qui repoussent quelque part le problème à plus loin. Bruxelles, plus 4 degrés. Un podcast de Fabrice Grosfilet. Évoquons maintenant une variante du climato-scepticisme. C'est l'idée que la science et la technique finiront par nous offrir un moyen de venir à bout du réchauffement climatique ou de ses conséquences. En absorbant et en stockant les gaz à effet de serre, par exemple, qu'on pourrait enfouir sous terre, ou encore en filtrant le rayonnement solaire avec des particules envoyées dans l'atmosphère. Aucun des scientifiques que nous avons rencontrés dans le cadre de ce podcast ne croit pourtant à ce stade à l'efficacité de ces techniques du futur. François Gemène. Certains, effectivement, on les appelle les technosolutionnistes, misent sur une solution technologique qui viendrait régler le problème. Alors, je ne suis pas du tout un adversaire ou un opposant à l'innovation et à la technologie, certainement pas, et nous allons avoir besoin, évidemment, de technologie, mais c'est un pari extraordinairement risqué. D'autant plus que, et c'est un autre élément du dernier rapport du GIEC qui me paraît important, nous avons en réalité aujourd'hui toutes les connaissances, toutes les finances et toutes les technologies qui nous permettraient d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Quand on voit aujourd'hui le faible niveau d'investissement dans les énergies renouvelables dans les pays du Sud, le premier enjeu en termes de technologie, c'est pas tellement d'innover davantage, même si évidemment c'est toujours souhaitable, mais c'est de mettre à disposition et de rendre accessibles les technologies existantes. Même position avec Cathy Clerbeau. Elle est la directrice du laboratoire de spectroscopie, chimie quantique et télédétection atmosphérique de l'ULB. C'est effectivement des techniques qui sont, on va dire, en cours de développement, mais sur un mode expérimental aujourd'hui. C'est comme mettre un pansement sur une blessure. En fait, il vaudrait mieux soigner la cause de la blessure. Et donc, toutes les techniques de géo-ingénierie qui sont de filtrer le rayonnement solaire, par exemple en imitant le comportement des volcans, en envoyant soit des petits miroirs, soit des particules. D'abord, il faut en envoyer en masse, parce que les volcans, ça émet en fait énormément de gaz qui se dégradent en particules. Donc ça resterait de toute façon qu'un an ou deux, donc c'est une solution court terme. Et en plus, une fois qu'elles sont là, on ne peut plus les enlever, elles se répartissent partout dans la stratosphère, on ne peut plus les enlever. On ne sait pas très bien ce que ça va donner au niveau de la formation des nuages, des pluies, etc. Ce sont des techniques invasives qui perturbent en fait l'atmosphère, et donc on ne connaît pas toujours les conséquences, quoi. Cathy Clerbeau et François Gemène et d'autres que nous avons sollicités sont donc sur la même longueur d'onde. Toutes les techniques de géo-ingénierie sont-elles donc à rejeter en bloc ? François Massonnet, du FNRS et de l'UC Louvain, se veut lui un peu plus mesuré et nuancé. On regroupe sous le terme de géo-ingénierie toutes les techniques d'intervention délibérée sur un ou plusieurs processus du système Terre pour contrôler et même maîtriser des paramètres de grande échelle, que ce soit par exemple la température, mais ça peut être aussi les précipitations. On peut les diviser en deux grandes parties. Il y a les techniques qui visent à diminuer les concentrations en dioxyde de carbone, puisqu'on sait que c'est quand même le responsable principal de l'augmentation des températures. Et l'autre ensemble de techniques, plus agressives, consiste à limiter l'apport d'énergie par le soleil, puisque c'est le soleil qui apporte la plus grande partie de notre énergie sur Terre. Alors, concernant la capture du CO2, même dans ce cas-là, il y a encore beaucoup de différentes techniques qui sont plus ou moins agressives. La moins agressive, on va dire, c'est d'aller planter des arbres. C'est de dire, on va afforester, on va créer des nouveaux arbres. On sait que les plantes et les arbres, quand ils poussent, ils captent du carbone. Ça a l'air une belle solution comme ça, mais ça soulève un tas de questions extrêmement compliquées. D'abord, le fait qu'un arbre, quand il grandit, sa capacité à capter du CO2, elle ne commence pas au jour 1. En fait, il atteint une certaine maturité en fonction de l'essence que vous avez plantée, etc. Et donc, il y a des arbres qui, en moyenne, n'arrivent qu'au meilleur potentiel de captage de CO2 qu'après 20 ans. Donc, en fait, ça nous achète quelque part un peu de budget de carbone, mais que dans une vingtaine d'années. L'autre chose, c'est les arbres, en fonction de l'endroit où vous les plantez, auront un effet différent. Si vous plantez un arbre dans les tropiques ou dans les régions boréales, ça ne va pas avoir le même effet. Il peut aussi y avoir un effet sur ce qu'on appelle l'albédo, parce qu'un arbre est sombre,
et comme il est sombre, il capte davantage de rayonnement solaire. Donc il peut y avoir des effets collatéraux liés à la plantation d'arbres qui font que ça contrecarre l'objectif initial. Dernière chose avec les arbres, c'est la question de où est-ce qu'on les met. Est-ce que vous seriez content si je venais chez vous et que je disais on va déprivatiser votre jardin et on va en planter des arbres parce qu'on a besoin de faire ça pour la cause climatique. Donc il y a un tas de problèmes de gouvernance soulevés par ces plantations d'arbres et c'est pas aussi simple que ça. Même si c'est une solution, on estime que ça pourrait nous faire gagner 10 ou 20 ans sur notre budget carbone, mais pas beaucoup plus. Planter des arbres, c'est donc a priori une technique simple, peu onéreuse, éprouvée. Plus complexe, la captation et le stockage du carbone. En théorie, c'est possible. À grande échelle pour l'instant pourtant, ça coince, mais ça pourrait changer. C'est en tout cas ce que pense François Massonnet. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous tapez Direct Air Capture, Air Carbon Capture sur Internet, vous verrez, il y a des tas d'entreprises qui proposent déjà des services où on met des matériaux qu'on appelle des sorbants et qui vont adsorber avec un D le carbone qui est présent dans l'air et ce carbone qui va venir se déposer sur des tissus ou des pellicules va pouvoir être après enfoui et stocké. On peut aussi capter le carbone à la sortie des procédés de production, donc dans l'industrie directement. Et après, on va l'enfouir dans le sol. La question se pose toujours, d'une part, de savoir combien d'énergie il faut pour faire ça. S'il vous faut plus d'énergie pour capter du carbone que l'énergie que vous avez récupérée en ne les mettant pas dans l'atmosphère, évidemment, ça n'a aucun sens. Et deuxièmement, une fois que vous avez stocké le carbone, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne va pas revenir dans le cycle ? J'étais, il y a encore une semaine, dans une conférence aux États-Unis sur les sciences de la Terre, où il y avait des sessions entières dédiées à cette technique de capture de carbone. À ce stade-ci, on a identifié les techniques, mais elles ne sont pas encore capables de se mettre à l'échelle, c'est-à-dire d'arriver à l'ordre de la gigatonne, du milliard de tonnes. Ça veut dire qu'on sait capter du CO2, ça c'est pas du tout un problème, mais on n'a pas encore la capacité de les déployer sur une échelle qui permettrait de contrer les émissions de gaz à effet de serre actuelles. Ça viendra ou ça ne viendra pas ? Est-ce que c'est une question de temps et de développement des technologies ? Moi, je crois que ça va venir. Je crois que ça va venir parce que, d'une part, il y a une pression du privé. Comme je disais, il y a des tas d'entreprises qui se développent à ce sujet-là. Il y a aussi des programmes de recherche qui sont financés par les États, notamment les États-Unis, qui investissent des millions là-dedans pour la recherche là-dessus. Donc, aussi parce qu'il y a sans doute un business derrière à faire, soyons clairs. Mais donc, je crois que ça va venir parce que c'est une solution parmi beaucoup d'autres dans l'éventail des solutions climatiques visant à limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, ce que je viens de décrire, c'est encore la partie la plus soft des techniques d'intervention. Ouais, mais je reste encore un instant là-dessus. Est-ce que ça nous exonère de limiter nos émissions de carbone ou est-ce que c'est quelque chose qui vient en complément, une deuxième couche ? En fait, ce qui se dit actuellement dans les cercles scientifiques, c'est que même dans le scénario le plus optimiste où on change radicalement nos modes de vie, on passe tous à la voiture électrique, on ne construit plus rien en béton, on vit dans une vie complètement sobre, enfin qu'on pense être complètement sobre, décarbonée, il y a toujours un incompressible là-dedans. Il y a toujours, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas tourner sans production de dioxyde de carbone. Et donc, la capture directe de carbone viendrait au moins compenser cet incompressible et retirer ce qu'on n'arrive pas à retirer, cette espèce de CO2 récalcitrant là dans le système. Donc c'est pour ça que je pense que ça va d'office se développer, c'est parce que même dans le meilleur des scénarios, on n'est pas encore capable d'arriver au net zéro vers 2050. Capturer et stocker le carbone, c'est donc peut-être une des solutions d'avenir qui viendrait en complément d'une réduction importante de nos émissions. Mais on n'y est pas encore, précise François Massonnet, qui utilise d'ailleurs le terme de pressentiment lorsqu'il évoque ce scénario. François Massonnet qui est beaucoup plus critique lorsqu'on évoque d'autres techniques et qui nous dit qu'on est parfois plus proche de la science-fiction que de la science, par exemple quand on parle de faire obstruction au rayonnement du soleil. Alors il y a plein de manières de le faire. La plus farfelue étant sans doute le fait d'aller déployer un parasol spatial au point Lagrange, qui est le point entre la Terre et le Soleil où vous êtes exactement en équilibre de gravité. Donc on irait développer un petit parasol spatial qui ferait interférence avec ce que le Soleil nous envoie et qui limiterait notre apport d'énergie sur Terre. Les techniques
un peu moins intrusives, mais qui sont quand même très violentes, serait par exemple d'aller injecter des aérosols sulfatés dans la stratosphère, la couche au-dessus de la troposphère, pour jouer un peu le rôle de parasol, comme le ferait une éruption volcanique. On sait qu'après une éruption volcanique, il fait toujours un petit peu plus froid. Une troisième méthode, ce serait d'éclaircir les nuages marins. Alors là, on aurait des bateaux qui vont sur l'océan et qui vaporisent de l'eau de mer. Dans l'eau de mer, on a du sel, forcément, qui se cristallise et qui viendrait servir de noyau de condensation pour des nuages. Donc en fait, on créerait virtuellement des nuages. Et ces nuages, ils sont blancs, donc ils ont un pouvoir de réflectivité assez élevé. Alors ça a l'air très simple comme ça, mais ça soulève un tas de questions à la fois d'ordre technologique, scientifique, environnemental et même éthique. Évidemment, du point de vue technologique, ça paraît assez séduisant parce que c'est très peu cher. On estime que c'est de 100 à 1000 fois moins cher que ce qu'il faudrait mettre sur la table pour suivre des politiques d'atténuation classiques, on va dire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va commencer à réduire cette température ? Oui, peut-être que la température moyenne globale va diminuer, mais vous imaginez bien qu'il va y avoir des disparités régionales qui vont être marquées. Si on descend de 1 degré en moyenne globale, ça ne veut pas dire qu'on va descendre de 1 degré partout. Donc il y a des pays qui vont se retrouver peut-être avec -4, et peut-être d'autres pays qui vont se retrouver en fait avec +2. Si bien qu'en moyenne, ça ferait peut-être -1. Voilà, ça dépend un peu de la répartition. Donc ça, on a encore beaucoup de mal à le prédire. On n'a pas encore d'idée de comment va se représenter cette variation de température. Autre chose, il va y avoir des impacts sur les régimes de précipitation aussi. Il va sans doute plus pleuvoir ou moins pleuvoir à d'autres endroits. Et tout ça va être très brutal. Est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque-là, de se dire, on joue aux apprentis sorciers, on vise à faire baisser la température pour avoir des réponses régionales qui sont encore très mal comprises. Et donc, quelque part, la géo-ingénierie, c'est un peu casser le thermomètre plutôt que de prendre le problème à la racine. C'est résoudre ce qu'on juge comme étant le paramètre climatique le plus important, c'est-à-dire la température, mais sans vraiment comprendre ce qui se passe derrière. A-t-on le droit de contrarier la nature à ce point ? Peut-on prendre le risque de bouleverser les grands équilibres physiques, naturels ? Peut-on sacrifier une partie du globe au bénéfice d'une autre ? Qui financera ? Qui sera responsable ? Les questions soulevées par les techniques de géo-ingénierie sont de nature à nous donner le vertige. C'est peut-être pour cela que les scientifiques nous enjoignent de faire plus simple, revenir à l'équilibre d'avant la révolution industrielle en renonçant aux gaz à effet de serre. Nous venons, depuis quelques minutes, de partir très loin, très haut, d'ouvrir beaucoup de questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Pour terminer, on va donc revenir sur Terre, à Bruxelles, puisque c'est l'objectif premier de ce podcast. On va donc redonner la parole à Léo Van Broek, le président du comité d'experts bruxellois pour le climat. On l'avait entendu, vous en souvenez peut-être, dans l'épisode 2 de ce podcast. Le comité d'experts mis en place par la région bruxelloise rend désormais un rapport annuel sur la politique climatique à l'échelon régional. Léo Van Broek en est à la fois satisfait notamment de la manière dont le politique prend désormais en compte la question climatique, mais en même temps très conscient des limites de l'exercice, et ce sera la conclusion de notre épisode. Ça commence le problème, et je crois que ça a fait changer aussi l'attitude de la politique. On écoute et on cherche des solutions, parce que la tâche de ce comité, c'est d'évaluer la politique climatique et environnementale de la région, et de travailler en collaboration avec tous les centres de recherche comme Bruxelles Environnement, des spécialistes climatiques, etc. Et je vois chaque année maintenant des nouvelles mesures, des adaptations des mesures qui ont déjà des effets aussi. Par exemple, la qualité de l'air à Bruxelles en 10-15 ans a amélioré énormément. Mais il faut aussi être réaliste, il y a pas mal d'effets qui dépendent de l'économie mondiale. Les émissions directes, on a un peu de contrôle là-dessus. Le chauffage des bâtiments, les émissions de la mobilité, etc. Mais les émissions indirectes, pas seulement l'achat d'énergie qui vient d'ailleurs, mais toute notre production et notre consommation de vêtements qui viennent de la Thaïlande, etc., les minéraux qui viennent d'ailleurs, la nourriture qui vient d'ailleurs, ces émissions sont entre 80 et 100 fois plus hautes. Et les grands vecteurs de changement là-dessus sont dans les mains de la géopolitique mondiale. Et donc, Bruxelles ne peut pas corriger sa température à elle seule. Elle doit négocier avec d'abord
les autres régions, avec le fédéral, avec l'Europe. Et il faut que le débat mondial s'accélère aussi. Bruxelles, plus 4 degrés. Un podcast de Fabrice Grosfilet. Nous voici au terme de ce 5e épisode de Bruxelles plus 4 degrés. Les 4 numéros précédents sont toujours accessibles sur le site de BX1, sur YouTube ou sur la plateforme de podcast de votre choix. N'hésitez pas à les partager ou à les recommander. Faites-nous part aussi de vos remarques et de vos questions. Je remercie Jean-Pascal Van Yperseel, François Gemène, Cathy Clairbeau, François Massonnet, Léo Van Broek. La musique du générique est toujours empruntée à Global Warming, un morceau du guitariste bruxellois Philippe Catherine. Et on se retrouve très bientôt, j'espère, pour poursuivre le débat sur l'antenne de BX1.